Oui, bonjour à tous. Même si on est à distance, j'aimerais tout de même prendre un moment pour vous remercier de nous accueillir virtuellement sur vos territoires respectifs. Merci surtout d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire qui va porter sur la loi provinciale sur les espèces vulnérables et menacées, ainsi que le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, le CDPNQ. Mon nom est Marie Dallaire et je suis chargée de projet aux consultations à l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador. Le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une série de 3 webinaires sur les espèces en péril. Notons qu'un compte-rendu de cette rencontre est disponible à ceux qui en font la demande. Les présentateurs d'aujourd'hui sont, pour la présentation sur le CDPNQ, Alexandre Anctil, biologiste au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs et coordonnateur faunique au CDPNQ, ainsi que Chantal Bouchard, biologiste au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et coordonnatrice floristique au CDPNQ. Pour la présentation sur la loi sur les espèces vulnérables et menacées, Isabelle Gauthier, biologiste et coordonnatrice provinciale des espèces fauniques menacées et vulnérables au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, ainsi que Michel Dupont-Hébert, chargé de projet à la protection des espèces menacées ou vulnérables au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, je peux commencer, j'imagine? Parfait. C'est un grand plaisir pour nous, le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, d'être là aujourd'hui, d'avoir été invité pour venir vous présenter le travail qu'on fait. Donc, on va faire une présentation qui a pour titre des données incontournables pour la conservation de la biodiversité. Je vais débuter, comme on le disait tout à l'heure, et Alexandre va poursuivre, puis je reviendrai à la fin. Donc, on va se partager cette présentation-là. On peut commencer avec la première diapo. Donc, aujourd'hui, on va vous parler naturellement de nos objectifs. Qu'est-ce que c'est que le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec ou CDPNQ? Notre approche méthodologique, les données qu'on produit, comment on peut les utiliser, comment on peut y avoir accès, parce qu'elles ne sont pas disponibles en ligne présentement, et comment on peut contribuer aussi à la mission du Centre de données en partageant des données. Donc, aujourd'hui, nos objectifs, c'est de démystifier c'est quoi le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, son rôle, puis les données qu'il produit. C'est aussi d'échanger sur la conservation de la biodiversité et la protection des espèces au Québec, parce que c'est aussi la mission de nos équipes au ministère, dans chacun des ministères, et de démontrer l'importance de partager les connaissances pour un objectif de conservation de la biodiversité du Québec. Donc, nous sommes rendus à vous parler du centre de données comme tel. Donc, nous allons vous faire une petite mise en contexte dans la prochaine diapositive là, de comment le centre de données sur le patrimoine naturel a été mis sur pied. Donc, il a été mis sur pied en 1988 parce qu'on prévoyait l'adoption de la loi sur les espèces menacées et vulnérables au Québec. Donc, on avait besoin de données pour pouvoir mettre en œuvre la loi. C'est comme ça que le centre de données a été créé. D'ailleurs, c'est le premier qui a été créé au Canada. Puis, par la suite, si vous remarquez dans le petit contexte ici, la loi sur les espèces menacées vulnérables est une des premières lois qui a été adoptée au Canada avant même la loi sur les espèces en péril. Donc, on était assez précurseurs à l'époque. Puis, pour ce qui est des objectifs principaux, je dirais que les filles, Isabelle et Michel, tout à l'heure, vont vous en parler davantage, là, mais c'était d'empêcher la disparition des espèces puis de protéger les espèces et leurs habitats. Donc, le centre de données a une mission qui est en lien avec ça, c'est de contribuer activement aux décisions ayant un impact sur la conservation de notre diversité biologique et écologique en recueillant, consignant, analysant, diffusant de l'information. Donc, nous, on est au niveau de la connaissance écologique là, sur les espèces et en fournissant une expertise à ce niveau-là là, relative au patrimoine naturel, notamment quant aux espèces menacées vulnérables, et aussi on a de l'information sur les communautés naturelles indigènes au Québec, donc les associations de plantes. Le CDPNQ est donc en soutien aux lois, la loi sur les espèces menacées vulnérables et la loi sur les espèces en péril.
Donc, dans la dernière année, le centre de données s'est doté d'objectifs stratégiques afin de mieux planifier ses actions. Donc, les voici. Selon les connaissances actuelles, disposer de la liste la plus complète possible des espèces vivantes et des communautés naturelles retrouvées sur le territoire du Québec. Ça, c'est pour nous permettre après ça de dresser un état de situation sur l'ensemble de ces espèces afin d'identifier les espèces qui sont menacées ou vulnérables et les communautés naturelles d'intérêt au Québec. Donc, c'est la base pour pouvoir ensuite prendre cette donnée-là et les cartographier. Donc, approfondir les connaissances à l'égard du patrimoine naturel, notamment les cartographiants, leur répartition aussi, en priorité sur les espèces en situation précaire. Donc, l'objectif ultime de tout ça, c'est de diffuser de façon optimale les informations aux clientèles cibles qui en ont besoin pour faire leur travail au niveau de la conservation. Donc, on aime bien représenter le CDPNQ comme le noyau d'un atome. En fait, on fournit la donnée, puis après ça, tous les intervenants de la conservation peuvent les utiliser pour leurs objectifs là, de protéger la biodiversité. Donc, comment ça fonctionne? Comme vous voyez ici, c'est une équipe tripartite et qui est constituée de personnes au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, au ministère de l'Environnement et de la lutte et les changements climatiques et Environnement Canada et changements climatiques. Donc, il y a 3 directeurs associés à la gestion, 3 coordonnateurs, on est 2 aujourd'hui, et des équipes multidisciplinaires là, dans les différents ministères qui contribuent à nourrir le système de gestion des données. Donc, si on passe rapidement, là, les données peuvent être fournies de différents contributeurs, peuvent passer par des banques de données sources avant d'être intégrées dans notre système. Puis après ça, une fois que c'est passé dans notre système, ben, on peut diffuser l'information de différentes façons pour que la donnée soit utilisée pour les différents besoins. Donc, en gros, c'était ça le centre de données sur le patrimoine naturel. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les données qu'on a, l'approche méthodologique, puis quel type de données on diffuse aussi. Donc, c'est de ça qu'on va vous parler. Et rendu là, je laisse la place à Alexandre qui va poursuivre sur cette partie-là. Merci Chantal. On peut changer de diapositive. Donc, le CDPNQ, c'est pas quelque chose, on ne fait pas cavalier seul là, au Québec avec un centre de données sur le patrimoine naturel. On fait partie du réseau NatureServe, dans le fond, qui regroupe, ou je devrais dire qui regroupait jusqu'à tout récemment, là, plus de 80 centres de données pour la conservation. Donc, en général, le terme utilisé, c'est centre de données pour la conservation. On a perdu quelques plumes là, en Amérique du Sud. Là, je ne sais pas si c'est un effet de la COVID, mais il y a des centres de données qui sont tombés au combat. Mais bref, en Amérique du Nord, on est encore très actifs. Puis le réseau, dans le fond, ce que ça nous offre comme opportunité, c'est que ça nous permet de partager une méthodologie standardisée, un langage standardisé à travers les différents centres de données sur la conservation, de partager des expériences, de l'expertise, des techniques d'analyse, etc., etc. Ce qui fait qu'on a un langage commun à l'intérieur de toute l'Amérique pour parler de la conservation de nos espèces. Donc, les données qu'on recueille ici, qu'on cartographie, ils peuvent également servir à prendre des décisions de conservation à plus large échelle que le Québec quand on les met en synergie avec les données des autres centres de données pour la conservation. Donc, afin de mieux comprendre un petit peu comment on travaille au CDPNQ, il y a quand même quelques termes qu'on doit définir. Puis le premier, c'est éléments de la biodiversité. En fait, souvent, on dit qu'on suit des espèces au CDPNQ, là, mais en gros, c'est vrai que c'est souvent le cas, mais le terme officiel, c'est éléments de la biodiversité. Puis pourquoi on appelle ça des éléments et non des espèces? C'est parce que ce n'est pas toujours des espèces qu'on va suivre. En fait, ça peut être des sous-espèces, des populations, des écotypes. Au niveau de la flore, ça peut être des variétés. Bref, ça dépend du niveau taxonomique auquel on veut suivre l'élément. Donc, il y en a pour lesquels les décisions de gestion se prennent au niveau de l'espèce, mais il y en a d'autres, ça va être au niveau de la population. On pense par exemple au grèbe esclavon de la population des îles de la Madeleine. Bon, mais les décisions de gestion, le suivi de la population ne se fait exclusivement que pour la population des îles de la Madeleine, même si c'est la même espèce qu'on peut retrouver ailleurs dans l'ouest de la province en migration. Également, le terme élément, comme Chantal l'a dit tantôt, ça pourrait également représenter des communautés naturelles ou des systèmes écologiques au niveau de la flore. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement
des espèces en danger en particulier, des espèces en situation précaire, mais ça pourrait être un regroupement particulier d'espèces qui jouent un rôle écologique distinct, qui aurait une importance, là, dans le fond, on verrait une importance de suivre et de documenter cette communauté naturelle-là. Du côté phonique, on a un peu le même principe. Ça pourrait être des assemblages phoniques, c'est-à-dire un regroupement d'espèces qui est très abondant ou qui est un regroupement d'espèces particulier, sans nécessairement que ce soit des espèces à statut précaire, qui permet de jouer un rôle écologique qui nous dit que c'est important, dans le fond, de suivre ces assemblages-là. Donc, voilà un peu, c'est les éléments de la biodiversité qu'on suit au CDPNQ et pas nécessairement des espèces. Un coup qu'on a, dans le fond, la liste des éléments, ça vient répondre à notre premier objectif stratégique, qui est de dresser la liste de la biodiversité du Québec. Donc, on essaie d'être le plus complet possible de tout ce qui vit au Québec est listé au CDPNQ. Actuellement, on est complet, on est la liste officielle des espèces vertébrées phoniques et des plantes vasculaires. On a un grand nombre d'invertébrés et de plantes invasculaires qui sont inclus au CDPNQ, mais c'est toujours un travail de longue haleine là, pour ces groupes taxonomiques-là. Là, il y a beaucoup d'espèces et beaucoup d'espèces qui ne sont même pas encore connues. Donc, on les ajoute au fur et à mesure, mais on ne pourrait pas se targuer d'être complet à ce niveau-là, même si à chaque année, on en ajoute. Donc, une fois qu'on a cette liste-là, notre deuxième objectif, c'était d'évaluer la situation de chacun des éléments suivis. Puis pour ça, on utilise une méthodologie qui s'appelle le rang de priorité pour la conservation, qui est une méthodologie appliquée par l'ensemble du réseau NatureServe, puis dans le fond, qui se décline en 3 niveaux de rang, soit le rang G pour l'échelle globale, le rang N pour l'échelle nationale, et au Québec, ce qu'on utilise, c'est le rang S, donc l'échelle subnationale, donc pour nous, c'est provincial. Donc, c'est ce qu'on va évaluer au CDPNQ, donc le rang S. Puis le rang S, il se décline en différents... en fait, il y a différentes possibilités de rang S, mais les plus classiques sont les rangs 1 à 5. Donc, on peut voir ici sur le PowerPoint que nos espèces en situation précaire correspondent normalement aux espèces qui ont un rang S 1 à S3, alors que les espèces de S4 à S5 sont considérées non à risque. Donc, on a un exemple ici là, avec la monarde à tige velue. On voit qu'elle a un rang G, G5, là, je vous épargne le T, c'est un détail, là, mais un G5. Donc, elle n'est pas à risque dans l'ensemble de son aire de répartition globale. Par contre, au Canada, on la considère N1, donc très à risque, et de même au Québec. Donc, ça nous permet de suivre, dans le fond, l'état d'une espèce, l'état des populations d'une espèce à différents niveaux cartographiques. Puis, évidemment, ces rangs-là, ce n'est pas un chiffre qu'on sort d'un chapeau pour chaque espèce. Là. Il y a vraiment une analyse qui est réalisée, puis qui tente d'être le plus objectif possible. Pour ce faire, dans le fond, le NatureServe va développer ce qu'on appelle un calculateur de rangs, qui est en fait un calculateur pondéré pour chacun des rangs, qui prend en compte une dizaine de facteurs. Je vous ai mis le tableau à droite, là, mais en gros, on va utiliser ça revient à prendre en compte la rareté d'une espèce, donc son étendue sur le territoire, le nombre d'individus, le nombre de populations distinctes, etc. Ensuite, les tendances de ces populations-là. Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il y a beaucoup de menaces? Est-ce qu'on voit des tendances à court, à long terme? Et finalement, oui, exactement. J'ai parlé des menaces, là, et les menaces qui pèsent sur ces espèces, donc qui pourraient, dans le futur, affecter la viabilité de ces espèces-là. Donc, ultimement, c'est pas tout de savoir qu'on a l'espèce au Québec, ni de cartographier son habitat. Il faut aller chercher des données beaucoup plus précises à l'intérieur même de chacune de ces populations-là, comment ça se passe, pour être capable d'avoir le rang S le plus précis possible. Puis pourquoi, dans le fond, c'est important d'aller chercher le rang S le plus précis possible? C'est parce que, ultimement, les rangs S agissent un peu à titre de premier filtre pour la désignation des espèces menacées, vulnérables ou des espèces susceptibles d'être désignées au Québec. Théoriquement, on devrait s'attendre à ce que nos espèces S1 ou S2 soient équivalents un peu à nos espèces menacées vulnérables. Les espèces S3 seraient probablement les susceptibles, ou bref, des analyses au cas par cas pour voir lesquelles devraient être susceptibles ou pas. Puis tout ça découle, dans le fond, de la précision avec laquelle on est capable de calculer le rang S. Je dis théoriquement parce que c'est pas vrai que c'est toujours le cas, entre autres parce que le procédé administratif, le processus administratif de désignation des espèces est moins rapide que la réévaluation des rangs S qui peut se faire du jour au lendemain quand il y a des nouvelles informations qui sont disponibles. Donc, ça arrive des fois qu'il y a un décalage entre les rangs S et les désignations officielles. Mais au final, le rang S demeure l'évaluation la plus objective qu'on a au Québec pour évaluer l'état des
d'une espèce. Ensuite, on a le terme observation qui doit être défini. And then we have On parle beaucoup d'occurrences au CDPNQ, mais il faut savoir que les observations et les occurrences, du moins dans le langage du CDPNQ, c'est deux choses tout à fait différentes. Puis ça a un très gros impact de saisir cette différence-là. Donc, ce qu'on entend par observation, en fait, c'est des données brutes qui sont recueillies sur le terrain. On a les éléments qui sont suivis, puis il y a des gens qui vont sur le terrain, puis qui font des observations, soit des observations directes là, aux jumelles, ou ça peut être de la récolte de spécimens, peu importe, ça peut être des données qu'on tire de publications scientifiques. Bref, des données qui nous indiquent que l'élément de la biodiversité a été observé à telle date, à tel endroit. Puis ça, c'est ce qu'on appelle les données brutes. Puis ces données brutes-là, avant d'être utilisées au CDPNQ, il faut qu'ils soient saisis dans des banques de données sources. Puis lorsqu'on les saisit, on fait une validation. Donc, est-ce que ça a de l'allure d'avoir une donnée de, je ne sais pas moi, rainette faugrillon boréal sur la péninsule de la Gaspésie? Ben non, il y a probablement une erreur. On va investiguer plus loin, puis on va décider si la mention mérite d'être saisie ou pas en fonction des investigations qu'on aura faites. Donc, on vient valider les données avant de les saisir dans nos banques de données sources. Une occurrence, à la distinction d'une observation, c'est qu'une occurrence, ça correspond à un ou plusieurs polygones cartographiques qui sont construits à partir de une ou plusieurs observations. Et au final, l'occurrence, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle représente l'habitat qui est utilisé par une population locale pour compléter soit l'ensemble de son cycle vital ou, dans certains cas, une partie importante de ce cycle vital-là. Donc, contrairement aux observations, les occurrences vont toujours avoir une valeur de conservation. Puis ça, je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard, je vais vous expliquer pourquoi. Là, je pense qu'il y a une petite animation qui n'a pas suivi là, dans la diapo française. Mais... Donc là, par exemple, vous pouvez voir là, pour la rainette faugrillon de l'Ouest, on a des points qui sont représentés sous forme de petits triangles, là, je pense, là, ou en tout cas des points, c'est un peu petit sur mon écran en ce moment. Ça, c'est les observations. Puis autour, on a le polygone d'occurrence. Donc, on va y revenir tantôt. Donc, les occurrences, en fait, ce qu'on cartographie au CDPNQ, on ne trace pas des occurrences pour l'ensemble des éléments de la biodiversité qu'on suit. On va tracer des occurrences pour les espèces qui sont menacées, vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées, ou encore pour les espèces qu'on appelle candidates. Les espèces candidates, ça, c'est un faux statut, si on veut, qui est octroyé seulement par le CDPNQ, puis qui nous permet, dans le fond, de commencer à prendre en compte, à cartographier des espèces pour lesquelles on a des doutes que la situation ne va pas très bien. On veut qu'elle commence à être prise en compte, on veut se permettre de mieux évaluer la situation de l'espèce. Donc, on les désigne candidates au CDPNQ, ça nous permet de les cartographier, puis de récolter les données, puis de suivre l'évolution de ces populations-là, pour qu'ils puissent être analysés, voir s'ils méritent d'être susceptibles, menacés, vulnérables, etc. Par contre, même si on est une espèce menacée, vulnérable, susceptible, ce n'est pas pour toutes les espèces que le concept d'occurrence va bien s'appliquer. En fait, il s'applique très mal aux espèces qui ont une large répartition ou encore une capacité de déplacement très importante. Exemple comme le carcajou. Un carcajou mâle qui peut avoir un domaine vital d'environ 2500 km², s'il y a une observation de carcajou dans le nord du Québec, puis qu'on trace un polygone d'occurrence de 2500 km², c'est très peu informatif au niveau de la planification territoriale. Comment je vais prendre en compte ce polygone-là pour essayer d'éviter d'avoir des répercussions négatives sur le territoire du carcajou? C'est tellement immense que c'est très peu informatif, donc ça fonctionne pas très bien pour certaines espèces. Exemple, le caribou forestier également, là, qui a tellement un grand domaine vital qu'à un moment donné, la pertinence de l'occurrence n'est plus là. Ensuite, quand on cartographie les occurrences, on essaie de le faire de façon le plus standardisée possible pour chaque espèce. Puis dans le fond, pour faire ça, c'est qu'avant de cartographier les occurrences, il y a un document qu'on appelle la spécification d'occurrence qui va être rédigé et accepté en fait par toute l'équipe du CDPNQ qui va nous déterminer en fait comment on va cartographier les occurrences. Dans ce document-là, ça va décrire entre autres c'est quoi les critères que doivent rencontrer les observations pour permettre de créer une occurrence. C'est quoi les différents types d'occurrences qui vont être possibles pour un élément? Puis c'est comment qu'on va tracer les occurrences pour ces éléments-là. Donc, tantôt, je vous disais que ce n'est pas toutes les observations, que les occurrences ont toujours une valeur de conservation, mais pas nécessairement les observations. Puis en fait, c'est un peu ça ici que je vais vous démontrer, c'est qu'on repart d'où on était tantôt avec nos observations valides qui étaient saisies dans les banques de données sources. Mais à partir de là, selon nos spécifications d'occurrence,
on va évaluer lesquelles de ces observations valides-là sont pertinentes à la création d'une occurrence. Ce principe-là s'applique pas mal plus au niveau phonique que floristique, parce que bon, les plantes, quand on les voit, ils sont là, sont dans leur habitat. Mais par contre, si on prend un exemple là, très facile à comprendre, là, si au mois de novembre, je vois un aigle royal qui est une espèce vulnérable qui passe au-dessus de ma maison en vol, bien, cet aigle-là, il est en migration. Tu sais, je l'ai vu, j'ai une date, j'ai une photo pour prouver que c'est ça, j'ai une localisation GPS précise. C'est une observation valide de l'espèce, mais ce n'est pas une observation pertinente pour créer une occurrence parce que l'espace aérien au-dessus de ma maison n'a aucune valeur de conservation pour l'aigle royal. C'est pas comme même si je trace une occurrence autour de ma maison pour l'aigle royal, puis on prend ça en compte dans le développement du territoire, ça n'aura aucune répercussion sur la conservation de l'aigle royal au Québec. Par contre, si en pleine période de nidification, je vois un aigle royal posé sur une falaise en train de couver sur un nid, bien là, j'ai une observation valide et pertinente pour tracer une occurrence de l'espèce. Parce que c'est un territoire qui va être utilisé pour réaliser une partie critique de son cycle vital, soit la reproduction. Puis on sait que selon la biologie de l'espèce, ce territoire-là devrait être réutilisé année après année. Donc, on vient prendre en compte un territoire qui est vraiment important pour la conservation de l'espèce au Québec. Donc, actuellement, là, au Québec, on a plus de 285 000 points d'observation pertinents, autant, ben là, ça inclut phonique et floristique, au CDPNQ, qui nous permettent de tracer ces occurrences-là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas parce que vous fournissez, par exemple, une observation au CDPNQ, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle va se retrouver en termes d'occurrence. Oh, plus lentement. OK, pardon. Ça ne veut pas nécessairement dire que cette observation-là va se retrouver en occurrence au CDPNQ, parce que ça se peut qu'elle ne rencontre pas les critères. Donc, jadis, on a souvent traîné une réputation de le CDPNQ n'était pas à jour ou était incomplet. Mais bien que ça peut être parfois vrai par le passé, maintenant, c'est plus dû à une incompréhension de la méthodologie qu'on utilise. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai qu'on est incomplet ou en retard, c'est juste que l'observation qui a été transmise, elle a été analysée, puis elle ne correspond pas aux critères qui mènent à la création d'une occurrence. Ensuite, on a différents types d'occurrences qui peuvent être cartographiées pour une espèce. Pour la flore, c'est pas vraiment vrai. Il y a un seul type d'occurrence, celui qu'on appelle sans objet, dans le fond. C'est qui représente l'ensemble du cycle vital de la population. Par contre, pour la faune, exemple, si on revient à mon aigle royal, l'aigle royal étant migrateur, si on voulait cartographier l'ensemble de son cycle vital, on se retrouverait à cartographier du Nunavik jusqu'en Virginie occidentale où il va passer l'hiver. Donc, ça n'aurait aucun bon sens en termes d'occurrence. Donc, par exemple, pour l'aigle royal, on va cartographier ce qu'on appelle une occurrence de type de type site de reproduction. Donc, c'est l'occurrence qui permet de représenter le territoire utilisé par l'aigle pour faire sa reproduction. Donc, il y a différents types qu'on peut aller. Là, on peut avoir des aires d'hivernage, des sites de reproduction, des sites de concentration de juvéniles. Ça s'applique beaucoup aux poissons. Des aires de concentration, par exemple, d'oiseaux en migration, etc. Donc, on a 7 types au niveau phonique qu'on peut utiliser. Puis ensuite, le document de spécification d'occurrence va venir nous expliquer, maintenant qu'on a une cartographie, une observation pertinente, comment on va cartographier l'occurrence de cet élément-là. En fait, la spécification d'occurrence va être basée sur une revue de littérature la plus exhaustive possible, qui prend en compte les études scientifiques les plus récentes, qui prend en compte également des avis d'experts qu'on va consulter. Le but de ça, c'est d'évaluer c'est quoi la taille moyenne des domaines vitaux pour cet élément-là. C'est quoi la capacité de déplacement de cet élément-là. C'est quoi les barrières à son déplacement. C'est quoi l'écologie de l'espèce. Tout ça mis ensemble va nous permettre de cartographier. Là, je parle bien sûr, j'ai oublié de mentionner, mais au niveau phonique. Puis là, je vous ai mis à droite ABCD, un exemple de comment on pourrait cartographier une occurrence. Ici, c'est pour la rainette faux-grillon de l'Ouest. Donc, selon la revue de littérature, la taille des domaines vitaux, la capacité de déplacement d'une rainette nous indique qu'elle peut se déplacer d'environ 200 mètres, dans un rayon d'environ 200 mètres en moyenne. Donc, c'est ce qu'on vient faire. On a une observation valide à proximité d'un grand cours d'eau. Puis, on cartographie un polygone circulaire d'un rayon de 200 mètres pour représenter le domaine vital moyen. Ensuite de ça, la littérature nous indique et les études scientifiques nous indiquent que la rainette faux-grillon de l'Ouest ne traverse pas les grandes rivières, les grands plans d'eau. C'est une barrière à son déplacement. Donc, ce serait faux de cartographier toute la partie aquatique et la partie terrestre qui se retrouve de l'autre côté, dans le fond de
de la barrière au déplacement parce que elle n'utilise pas cet habitat-là. Donc, on vient retirer la portion du cours d'eau pour cartographier l'occurrence. Puis comme vous voyez à l'étape C, de l'autre côté, il y a une partie terrestre, mais comme il n'y a aucune observation de rainette de ce côté-là qui nous permet de confirmer la présence de l'espèce de ce côté-là, on retire également cette portion-là. Donc, on se retrouve avec une occurrence en D, comme ça, que cette forme-là. Donc, c'est pour ça que parfois, les occurrences au CDPNQ ont des formes un peu différentes. C'est parce que il y a une grosse analyse cartographique qui est réalisée pour prendre plein de choses en compte. Puis ultimement, souvent les gens pensent à tort au niveau phonique que le polygone d'occurrence représente une zone tampon de protection pour prendre en compte l'espèce, mais c'est vraiment pas le cas. Le polygone d'occurrence représente vraiment l'habitat qui est nécessaire pour que cette espèce-là puisse réaliser son cycle vital ou la partie critique de celui-ci là, qui est visé par l'occurrence. Donc, ce n'est pas un polygone de protection, ce n'est pas un buffer de protection qui est autour de l'observation. L'animal se déplace, c'est vraiment l'habitat qu'il a besoin. Au niveau floristique, là, ça fait un petit peu plus peur, le diagramme, mais en gros, c'est à peu près le même principe qu'au niveau phonique. C'est juste que les critères qui sont pris en compte sont légèrement différents. Entre autres, on s'entend que la capacité de déplacement d'une plante, c'est moindre que d'un animal. Fait ils vont prendre en compte le type d'habitat, par exemple. Est-ce que l'habitat est bon pour la plante ou pas? Est-ce qu'elle peut se pousser à tel endroit? Sinon, c'est comme considérer une barrière. Ils vont prendre en compte différents critères de l'habitat pour cartographier beaucoup plus précisément le contour des occurrences. Donc, ultimement, au final, les polygones d'occurrence floristiques sont souvent plus petits que les polygones d'occurrence phoniques, entre autres parce que la capacité de déplacement est moindre. Mais grosso modo, la technique est assez similaire. Est-ce qu'on peut revenir à une animation là, qui du côté français qui n'est pas apparu? Oui, voilà. Donc là, vous pouvez voir du côté floristique, on voit en noir, ce sont des points d'observation. Puis en gris, c'est l'occurrence qui a été tracée, entre autres en fonction de l'habitat qui est utilisé, l'habitat préférentiel de l'Ophioglosse nain. Donc, quand on a retrouvé des spécimens à tel endroit, puis on est capable de voir que le type écologique, l'habitat, le type de sol, etc., est le même pour ce peuplement-là, on vient assumer que l'espèce se retrouve dans ce peuplement-là au complet. Les occurrences sont constamment mises à jour au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles données qui s'ajoutent. Donc, à toutes les fois qu'il y a des nouveaux inventaires terrain, des nouveaux partenaires qui nous envoient des données, nous, on rentre ça dans nos banques de données sources, on cartographie ça, puis après ça, on va y voir comment ça affecte nos occurrences. Ça peut avoir, par exemple, il y a des occurrences qui peuvent disparaître. Exemple, un nid de pigargue, l'arbre est tombé, le nid est tombé, il n'y a plus d'occurrence de pigargue à ce moment-là parce qu'il n'y a plus rien à prendre en compte pour le pigargue, il ne niche plus là. Des fois, ça peut mener à des fusions d'occurrences. Donc, on avait deux occurrences un peu éloignées, puis on vient voir que l'espèce se retrouve aussi entre les deux. Là, on se ramasse avec une occurrence qui est fusionnée et qui augmente de taille. Il peut y avoir des modifications dans la forme d'une occurrence. Donc, il y a une nouvelle autoroute qui s'est construite à proximité d'une occurrence, puis on la considère une barrière au déplacement. La forme de l'occurrence va être adaptée. Donc, en gros, le fait que ces occurrences-là sont toujours mises à jour, c'est un processus qui est hautement dynamique et qui permet de prendre en compte, au meilleur de nos connaissances du moment, les habitats les plus importants pour les éléments de la biodiversité en situation précaire au Québec. Une fois que ces éléments-là sont tous cartographiés, ça ne s'arrête pas là pour nous. On vient documenter et analyser ces occurrences-là. Entre autres, on a établi une classification standardisée des menaces et des actions de conservation qui nous permet en fait d'utiliser un langage commun entre les divers organismes pour décrire les menaces qui pèsent sur diverses occurrences ou les actions de conservation qui sont mises en place. Puis, à partir de ça, on fait des analyses, soit cartographiques ou à partir des données de terrain pour venir évaluer la viabilité de ces occurrences-là. Donc, oui, on a une cartographie de l'occurrence, mais c'est quoi la viabilité de cette occurrence-là? Donc, dans le fond, on a ce qu'on appelle les codes de qualité ou les codes de viabilité qui nous permettent de définir si l'occurrence a une bonne viabilité, une moyenne viabilité ou une mauvaise viabilité. En gros, ça vient nous dire si
les choses restent si les conditions actuelles se maintiennent, c'est quoi les chances qu'on retrouve encore l'élément, dans l'occurrence, dans 30 ans, à peu près 20-30 ans, donc dans un futur à moyen terme. C'est quoi les chances qu'elle soit encore là? Donc, quand on a une occurrence de code de qualité A, ben, c'est à peu près certain, c'est une occurrence de très bonne qualité, elle va être encore là dans 20-30 ans. Par contre, quand on joue dans le CD, ça commence à être une occurrence qui a moins bonne qualité, qui a une moins bonne viabilité. On peut voir les deux photos, par exemple, en bas. Là, on voit une occurrence à gauche d'excellente qualité. Il n'y a aucune menace particulière pour la plante qui est là, dont j'oublie le nom, mais la plante qui est ultra abondante et qui est là, aucune menace particulière. Alors qu'à côté, il y a la même plante qui se retrouve dans cette photo-là, mais on voit qu'il y a beaucoup d'empiètement humain, de coupe qui s'est fait pour se faire un petit quai, etc. Donc, une occurrence qui est soumise à beaucoup plus de menaces, de pression, donc une viabilité beaucoup moins. Donc, actuellement, là, ça change continuellement, là, mais on a environ 12 300 occurrences sur CDPNQ, réparties environ 50-50 entre la faune et la flore. Puis que vous pouvez voir un peu, là, ça couvre le Québec de cette façon-là. Là, évidemment, sans surprise, le gros de la biodiversité en situation précaire se trouve dans le sud du Québec. C'est pas une grosse surprise, mais c'est un peu comme ça que ça se répartit pour l'instant. Donc, maintenant qu'on a vu un peu comment on fonctionne, je vais passer vite sur comment on utilise ces données-là. Donc, je vous ai résumé ça, là. J'ai mis beaucoup de stock sur une diapositive, mais quand on dit tantôt là, que le CDPNQ, c'est un peu comme le noyau de la tombe, puis qu'à peu près tous les processus de conservation de la biodiversité au Québec tournent autour de ce noyau-là, c'est un peu vrai, là, puis vous pouvez le voir. Le CDPNQ est à la base, entre autres, de la cartographie des habitats floristiques ou fauniques légaux ou provinciales. C'est des intrants de premier plan, souvent pour la cartographie des habitats essentiels au fédéral. C'est utilisé, pris en compte dans toutes les planifications de mise en place d'aires protégées. Ils font partie également de l'Atlas des milieux naturels d'intérêt des basses-terres du Saint-Laurent. Ensuite, les occurrences de DPN qui sont intégrées à la planification territoriale à plusieurs échelles. Notamment, on a une entente administrative pour protéger les espèces menacées vulnérables en regard des activités forestières. Donc, c'est les occurrences du CDPNQ qui sont utilisées pour faire ça. Ça rentre dans tous les plans régionaux de milieux humides et hydriques qui sont en train d'être revus par l'ensemble des MRC du Québec. Ça fait partie intégrante des évaluations environnementales. C'est également à la base de l'approche intégrée de rétablissement. Je vais vous glisser un petit mot là-dessus dans 2 secondes. Puis, c'est utilisé aussi par nos partenaires pour prioriser leurs interventions. Exemple, si on a, par exemple, la Conservation de la nature Canada qui voudrait acquérir des terres puis qui a le choix entre 3-4 terres, bien, il y a des bonnes chances qu'elle priorise celle qui a des occurrences du CDPNQ dessus parce qu'elle sait déjà qu'elle acquiert une terre qui a une valeur de conservation pour XY éléments. Ça peut également orienter nos inventaires, où on va aller pour faire des inventaires sur quelle espèce. Puis ça peut, pour les organismes subventionnaires, ça peut aider à discriminer entre différents projets, là, quand on en a beaucoup, lequel on va financer, à quelle hauteur. Bien, s'il y a des projets qui viennent avoir des impacts majeurs sur des occurrences d'espèces en situation précaire, c'est sûr que c'est un plus. Puis à droite, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on peut, avec notre analyse de viabilité des occurrences, des menaces d'action de conservation, on peut cartographier, en fait, classer les occurrences selon leurs menaces, leur viabilité, puis les actions à entreprendre. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle l'approche intégrée de rétablissement. Dans le fond, c'est que si on se rend compte qu'il y a plusieurs occurrences d'une ou plusieurs espèces qui sont affectées par une menace similaire, bien, d'aller agir sur cette menace-là, au lieu de traiter ça espèce par espèce, en traitant par menace, on vient avoir un impact plus grand sur plusieurs éléments de la biodiversité. Donc, ça nous permet un peu de mieux définir où on va mettre notre dollar en conservation pour avoir le plus grand impact positif par la suite. Et finalement, ça rentre dans plein d'autres documents, comme dans tout ce qui est évaluation du statut des espèces. Les données du CDPNQ font partie intégrante des rapports de situation, autant au Québec qu'au COCEPAC. Sont à la base des recommandations pour la désignation des espèces en vertu de la LENV. Font partie de nos plans et bilans de rétablissement. Puis, ils rentrent dans plein d'autres choses comme la liste de la faune vertébrée du Québec qui vient d'être publiée, la liste de la flore du Québec, la liste des espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables du Québec. Toutes les fiches descriptives, c'est les informations sont stockées au CDPNQ, puis les données sont utilisées dans plusieurs publications ou des ouvrages de référence. Donc, bref,
c'est une utilisation multiple des données du CDPNQ. Puis après avoir parlé plus longtemps que je pensais, même si j'ai parlé vite, je vais laisser la parole à Chantal. Désolée du petit délai, je cherchais ma souris. Donc, je vais poursuivre. Merci, Alexandre. Sur l'accès aux données. Un des volets de la mission du centre de données, c'est de diffuser cette information-là. De quelle façon ça se fait? Donc, pour obtenir les données, puisqu'on les distribue uniquement dans des objectifs de gestion de la conservation, de scientifique ou d'éducation, et qu'on possède des données qui pourraient être sensibles à cause de menaces ou de pression qu'il y aurait sur des occurrences dans certaines situations, on se doit de faire un certain choix dans la façon dont on diffuse nos données. Pour le moment, la façon de fonctionner, c'est d'aller sur notre page web et de faire une demande d'information. Et selon que le projet est important ou pas, couvre plusieurs régions ou pas, vous allez être dirigé soit en région, soit au central. Puis, ça représente, là, dans la dernière année, on a répondu, les 2 ministères ensemble, Faune et Flore, à environ 7700 demandes d'informations. Juste à titre anecdotique, c'est à peu près une vingtaine de minutes pour répondre à une demande. Fait que vous pouvez imaginer que ça monopolise quand même beaucoup nos équipes. Et ça peut créer des délais, des fois, de réponses qui ne sont pas toujours souhaitables. C'est la situation actuelle pour la diffusion. On voit que c'est beaucoup des ONG qui font de la conservation, des ministères, des consultants qui font des demandes d'autorisation pour des promoteurs qui nous consultent, mais aussi ceux qui ont à faire de l'aménagement du territoire, comme les MRC, municipalités et les forestières. Donc, vous ne serez pas surpris de voir aussi à droite que les régions les plus sollicitées, c'est Montréal, Laval, Montérégie, Lanaudière, Laurentides et Mauricie, centre du Québec, où les pressions de développement sont les plus importantes. Donc, c'est certain que pour plusieurs raisons et parce que de plus en plus, on va vers des données en ligne beaucoup plus facilement accessibles, on travaille depuis quelques années à trouver une solution qui est plus intéressante pour tout le monde, là, pour partager nos données tout en tenant compte de la sensibilité des espèces. Donc, on est content de vous annoncer que très, très bientôt, nous aurons une carte interactive en ligne des occurrences d'espèces en situation précaire. On a un petit extrait ici à droite de ce que ça va avoir l'air. Donc, ça devrait être disponible au début 2022 s'il n'y a pas de délai supplémentaire. Comme les données sur les espèces menacées vulnérables, c'est des données sensibles, on a quand même fait un travail d'analyse de quelles espèces sont sensibles, de quelle occurrence le serait, et on prévoit un traitement différent pour ces situations-là. Mais l'avantage que ça va avoir, c'est que vous allez avoir accès directement à la donnée sur Internet. Vous allez pouvoir générer vous-même votre rapport d'occurrence et dans la plupart des cas, vous allez pouvoir avoir l'information, télécharger l'information qui n'est pas sensible et de l'utiliser en direct presque. Donc, pour les demandeurs qui nous contactaient et qui attendaient quelques jours ou semaines ou mois pour avoir la donnée, pour se faire dire qu'on n'avait pas de données, bien, ils vont gagner un temps précieux. Pour ceux aussi qui ont les données puis qu'il n'y a pas d'informations généralisées, ils vont avoir tout ce qu'il faut pour travailler déjà en consultant la page web. Là, il va rester, dans le fond, des demandes traditionnelles, mais seulement pour les occurrences qui sont généralisées parce qu'ils concernent une espèce qui a été jugée sensible. D'ailleurs, les analyses, il y a un rapport qui a été produit par la Faune pour l'analyse de sensibilité, qui, je crois, Alexandre, tu me détromperas, mais qui peut être accessible sur demande là, si vraiment vous tenez à voir la méthodologie qui a été utilisée. Puis, la même chose a été faite du côté Flore, mais le rapport ne sera pas disponible avant fin mars. C'est ça. L'avantage, c'est que ça va réduire de beaucoup, on l'espère, les délais et les contraintes là, liées à ça. Donc, ça, c'était la bonne nouvelle, mais il y a aussi, ce qui est très, très important pour nous, c'est de voir comment
on peut collaborer tous ensemble pour favoriser une meilleure connaissance sur les espèces. Donc, les observations qui ne sont pas transmises au CDPNQ, mais ça a un effet. On parlait tantôt qu'on était beaucoup à jour, mais ça ne veut pas dire qu'on sait tout, que tout le monde nous transmet l'information ou a le réflexe ou souhaite le faire parce qu'il y a souhaite le faire effectivement parce qu'il y a dans certains cas, il y a des gens qui ont des inquiétudes pour les espèces. Bien, c'est tout à fait compréhensible, mais il faut comprendre aussi que ça a beaucoup d'impact au niveau de la gestion des espèces et de la protection de la biodiversité de ne pas nous transmettre la donnée. Chaque ministère a sa façon de fonctionner et il y a beaucoup d'inventaires qui sont faits à l'interne, mais on ne peut pas couvrir le Québec en entier. Donc, la présence de collaborateurs puis d'un réseau, c'est primordial pour nous, particulièrement pour la flore, là, où c'est un milieu un peu plus spécialisé puis où on a moins de collaborateurs ou moins d'experts à l'interne. C'est important, dans le fond, ce qu'on veut dire, que tout le monde contribue. Si vous avez de l'information ou si vous consultez éventuellement la carte interactive, vous voyez qu'il y a des territoires où il n'y a pas d'information, bien, vous comprendrez qu'on est pas mal à jour, mais on n'a pas toute l'information. On n'a pas marché le Québec à genoux, à quatre pattes pour trouver toutes les espèces. Fait que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'occurrence que ça veut dire qu'il n'y a pas d'espèces. Il faut aussi se poser la question, est-ce qu'il pourrait y en avoir, mais la donnée n'est pas connue. C'est ça, donc, sans le portrait à jour de la répartition des occurrences puis de la qualité, ça a un impact sur l'état de situation des espèces. Ça peut biaiser aussi les recommandations, éventuellement pour la désignation des données qu'on n'a pas, bien, on ne peut pas les prendre en compte durant les autorisations pour empêcher un projet dans un secteur où il y aurait des espèces. Donc, pour l'objectif ultime de la conservation de la biodiversité, c'est très important d'avoir la donnée la plus à jour pour que les investissements qu'on fait sont les plus efficaces. Donc, c'est pour ça qu'on sollicite beaucoup la collaboration de tous les partenaires qui veulent bien contribuer. Donc, ici, on vient préciser aussi que c'est important de nous transmettre des informations qu'on a déjà, dans le fond, parce que les occurrences vieillissent. Si une observation date de 20 ans, elle tombe historique puis on ne la considère plus. Pour la faune, des fois, c'est pertinent de ne pas la considérer, mais pour la flore, si l'habitat est encore là, il y a des bonnes chances que l'espèce soit là, mais parce qu'elle est historique, on ne la considère plus. Donc, d'avoir une information que vous avez constaté que la population était encore là il y a 5 ans, pour nous, c'est aussi important. D'ailleurs, c'est important de savoir qu'il n'y a rien à un endroit parce que après ça, c'est une information qu'on peut rentrer et dire qu'il n'y en a pas d'intérêt dans ce secteur-là. Fait que tout ça, bien, ces informations-là sont importantes pour orienter les décisions gouvernementales. Donc, si vous voulez contribuer, vous pouvez aller sur la page web du centre de données et vous voyez ici en haut 2 formulaires qui sont téléchargeables pour la faune et la flore. Puis, vous les complétez. Ce qui est l'avantage de ces formulaires-là, c'est que c'est structuré aussi de la façon dont c'est monté dans notre système de gestion, fait que c'est très facile à intégrer après ça dans nos banques de données sources. Fait que ça, c'est la façon de fonctionner. Puis, quand on a des collaborateurs experts très chevronnés, des fois, on leur fournit même un autre outil là, qui est plus intéressant pour nous là, éventuellement. Fait que si vous avez pensé que vous pouvez contribuer de façon importante, n'hésitez pas à nous écrire. L'adresse est sur notre site Internet, on pourra discuter de la meilleure façon de partager. Donc, c'est un peu ça que je disais. La donnée, vous pouvez nous la transmettre sur notre page web qui est québec.ca, centre de données sur les espèces. Ceux qui venaient nous voir de temps en temps, là, vous allez constater qu'on a une nouvelle page depuis le 24 novembre. Notre ancien site n'existe plus. J'ai mis aussi l'adresse de signalement pour la flore parce qu'on a un besoin particulier de collaboration, même si du côté faune aussi, ils les prennent toutes les mentions, mais ils ont d'autres outils aussi, puis des équipes plus développées qui permettent de contribuer. Donc, sachez aussi que si vous contribuez à des bases de données externes au ministère, comme Chauve-souris aux abris, carapace.ca, SOS Pop,
le projet CDPNQ de Aide naturaliste, c'est des données qu'on intègre aussi, qui nous sont transmises et qu'on intègre dans nos bases de données. Fait que selon vos préférences, vous pouvez transmettre les données de la façon que vous souhaitez. Bien, ça fait le tour, en fait, de notre présentation. Puis, je vous invite effectivement à aller visiter notre nouvelle page web, à suivre l'annonce prochaine de notre carte interactive, de contribuer aussi. Avec nos collaborateurs, on peut aussi développer des projets, faire du rétablissement ou de la conservation, ou partager au niveau de la connaissance des projets d'acquisition de connaissances sur des territoires particuliers, là. Donc, on est ouvert à toute forme de collaboration. Par la suite, je pourrais donner la parole à Michèle Dupont-Hébert du MELCC, qui va pouvoir, elle, vous présenter des spécifications qui vont s'appliquer strictement aux espèces floristiques. Alors, en préambule, avant de vous parler comme tel de la désignation, je vais vous parler rapidement du partage de responsabilités entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, étant donné que vous avez vu lors des premiers webinaires que le Canada a des responsabilités importantes en termes de matière de protection des espèces en péril. Donc, il y a un partage de responsabilités entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Le gouvernement du Québec agit quant à lui avec ses outils légaux que sont la loi sur les espèces menacées ou vulnérables et également la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune notamment. Et par ces outils-là, le gouvernement du Québec est en mesure d'assurer la protection des espèces et de leurs habitats, de désigner et de rétablir les espèces en situation précaire. Le gouvernement du Québec est également responsable au premier chef des espèces terrestres, des oiseaux noirs, des oiseaux de proie et des gallinacés. Et il est également responsable des habitats des oiseaux migrateurs, des espèces aquatiques d'eau douce, des espèces anadromes et catadromes. Avec la loi sur les espèces menacées ou vulnérables, le Québec est en mesure également de désigner toutes les espèces vivant au Québec, incluant les espèces marines et les oiseaux migrateurs. Le gouvernement du Canada, lui, va agir à l'aide de la loi sur les espèces en péril, comme on l'a vu dans les webinaires précédents. Il peut donc protéger les espèces et leurs habitats. Il peut également établir des programmes de rétablissement et des plans de gestion selon les statuts des espèces. Et il est également responsable au premier chef de toutes les espèces marines et des oiseaux migrateurs. Avec la loi sur les espèces en péril, le gouvernement du Canada peut agir sur toutes les espèces canadiennes, qu'elles relèvent de la compétence du Québec ou de la compétence du Canada. Donc, par exemple, au niveau des espèces d'eau douce, des espèces anadromes et catadromes, des oiseaux migrateurs et des espèces terrestres. Je vais donc amorcer ma présentation, le vif du sujet pour vous parler de la désignation au Québec. Donc, au cours de cette partie-là, je vais vous parler plus spécifiquement de la loi sur les espèces menacées ou vulnérables et de la politique sur les espèces menacées ou vulnérables. Et je vais également vous présenter le processus de désignation, soit le processus qui permet de sélectionner et d'évaluer les espèces et également de la désignation légale de ces espèces-là. Donc, le premier bloc d'information s'adresse à la loi comme telle, donc la loi sur les espèces menacées ou vulnérables. Cette loi a été adoptée en 1989 par le gouvernement du Québec, comme on l'a vu tout à l'heure avec la présentation sur le CDPNQ. Et son but, c'est d'assurer la sauvegarde de la diversité biologique du Québec. Elle s'applique ainsi aux espèces fauniques et aux espèces floristiques. Selon les articles 1 et 2 de cette loi-là, la loi sur les espèces menacées vulnérables s'adresse aux espèces désignées qui vivent au Québec. Mais comme l'a présenté tout à l'heure l'équipe du CDPNQ, une espèce peut être aussi associée à une sous-espèce, une population géographiquement isolée, une race ou une variété. Par exemple, à titre de population génétiquement isolée, on pourrait mentionner les perlans du sud de l'estuaire versus les autres populations des perlans. On pourrait donner aussi l'exemple du sisicot de printemps versus les autres populations de sisicot qui sont présentes dans le même lac. Et en termes de population physiquement ou géographiquement isolée, on peut donner l'exemple du caribou de la Gaspésie ou du beluga du Saint-Laurent. Selon l'article 4 de la loi, donc cette loi-là s'adresse sous réserve de la loi sur les droits de chasse, de pêche et de pêche dans les territoires de la baie James et du Nouveau-Québec. Donc, c'est quand même assez important cet article-là.
Et on va y revenir un petit peu plus loin au cours de notre présentation. Donc, qui est responsable de la loi sur les espèces menacées ou vulnérables? Donc, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques est le ministre responsable pour les espèces floristiques et le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs est le ministre responsable pour les espèces fauniques. Donc, on poursuit avec les divers articles. En fonction de l'article 7 de la loi sur les espèces menacées ou vulnérables, le ministre peut exécuter ou faire exécuter des recherches. Il peut également établir des programmes favorisant la survie des espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées. Il peut également conclure une entente avec toute autre personne ou organisme et il peut aussi conclure un accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental ou international. Le ministre peut aussi produire une liste des espèces susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables en vertu de l'article 9. Et ce qui est important, j'insiste ici sur le mot « peut », parce qu'en effet, au niveau fédéral, en regard de la loi sur les espèces en péril, il y a plusieurs obligations que le ministre fédéral doit faire, entre autres au niveau de la désignation et de la production des programmes de rétablissement et des plans de rétablissement, alors qu'au niveau provincial, c'est un « peut ». Donc, il n'y a pas d'obligation légale comme telle de désigner les espèces, de désigner les habitats ou de produire des plans de rétablissement. Concernant la désignation des espèces fauniques et floristiques et de leurs habitats, la loi sur les espèces menacées ou vulnérables octroie d'autres pouvoirs aux ministres respectifs. En effet, selon l'article 10 et sur recommandation du ministre responsable et après consultation des autres ministres qui sont mentionnés à l'article 6, le gouvernement peut désigner comme espèce menacée ou vulnérable toute espèce qui le nécessite. Le gouvernement peut également déterminer les caractéristiques des habitats des espèces selon leurs caractéristiques biologiques. Et le gouvernement peut également établir des programmes favorisant la survie des espèces menacées ou vulnérables. Donc ici, c'est une diapositive importante qui permet de dresser le lien entre la loi sur les espèces menacées ou vulnérables et la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Donc, la protection légale des habitats des espèces fauniques désignées menacées ou vulnérables implique 2 lois et 2 règlements. La loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et son règlement sur les habitats fauniques qui sont en blanc, et la loi sur les espèces menacées ou vulnérables et son règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats, qui est indiqué ici en gris. Donc, sur le schéma, le cadenas fermé signifie que la loi ou le règlement s'applique en terre privée et la fleur de lys signifie que la loi et le règlement s'appliquent sur les terres publiques. Donc, comme mentionné précédemment, la loi sur les espèces menacées ou vulnérables permet de désigner les espèces et d'identifier leurs habitats. C'est par contre dans le règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats qu'on va retrouver la liste des espèces désignées et les caractéristiques de leurs habitats. L'article 5 de la loi sur les espèces menacées ou vulnérables renvoie la protection des espèces fauniques menacées ou vulnérables vers la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, qui joue déjà ce rôle-là pour l'ensemble des espèces fauniques. La loi sur les espèces menacées ou vulnérables ne protège donc pas directement les espèces fauniques. Le règlement sur les habitats fauniques permet l'application du chapitre 4.1 de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, qui décrit, lui, les habitats fauniques qui sont protégés, dont les habitats des espèces fauniques désignées menacées ou vulnérables. Cependant, seuls les habitats dont les caractéristiques sont décrites au règlement sur les espèces menacées ou vulnérables et leurs habitats peuvent être cartographiés et protégés en vertu du RHF, et ça, c'est une condition essentielle. C'est donc grâce à l'interaction de ces 2 lois et de ces 2 règlements qu'il est possible d'assurer la protection légale d'un habitat d'une espèce faunique désignée menacée ou vulnérable sur les terres du domaine de l'État, donc sur les terres publiques. L'interdiction et les modalités de gestion des espèces floristiques sont quant à elles inscrites dans la loi sur les espèces menacées ou vulnérables, puisqu'aucune autre loi ne protège directement les espèces floristiques désignées au Québec. Et ma collègue tout à l'heure, Michel, va y revenir pour ce qui est des espèces floristiques. Tu peux aussi changer pour afficher le règlement. Donc, la désignation des espèces se fait donc au moyen de la mise à jour du règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats, dont on voit ici un extrait.
Le règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats contient également les caractéristiques des habitats de certaines espèces, comme on voit ici un extrait pour la tortue des bois. Donc, les premiers éléments, donc le point 1, le point 2, le point 3, présentent les différentes espèces qui sont désignées. Et on voit ici, par exemple, au point 3A, un exemple de paragraphe ou de libellé qui présente les caractéristiques de l'habitat de la tortue des bois. OK, parfait. Donc, la loi sur les espèces menacées ou vulnérables prévoit à l'article 6 la publication d'une politique sur les espèces menacées ou vulnérables. Cette politique a été publiée en 1992 et définit le cadre général de l'application de la loi sur les espèces menacées ou vulnérables. Elle s'applique aux espèces fauniques et aux espèces floristiques. La politique précise le processus de désignation des espèces fauniques et floristiques et donne la définition des statuts pour une espèce menacée et pour une espèce vulnérable. Ces deux statuts-là s'appliquent autant pour les espèces fauniques que les espèces floristiques. Une espèce menacée est ainsi décrite comme étant une espèce dont la disparition est appréhendée, alors qu'une espèce vulnérable est décrite comme une espèce dont la survie est précaire, même si la disparition n'est pas appréhendée. La politique aborde la gestion des espèces menacées ou vulnérables ou de leurs habitats, autant pour les fauniques que pour les floristiques. Et la politique aborde également la question de la collaboration et des consultations qui doivent être réalisées avant la désignation d'une espèce. Excusez-moi, avant la désignation d'une espèce. Le cadre d'application de la loi est également précisé par la politique au niveau d'un paragraphe important qu'on retrouve dans la politique. Ce paragraphe s'exprime comme suit. Il dit que dans le nord du Québec, les dispositions relatives aux espèces menacées ou vulnérables s'appliquent sous réserve de la loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la baie James et du Nouveau-Québec. Le régime de chasse, de pêche et de piégeage constitué par cette loi, donc la loi que je viens de vous mentionner, est assujetti au principe de la conservation, soit la recherche de la productivité naturelle optimale des ressources. En cas d'incompatibilité entre cette loi et la loi sur les espèces menacées ou vulnérables, cette dernière doit céder le pas. Donc, ce qui veut dire, c'est que c'est la loi sur les droits de chasse, de pêche et de piégeage dans les territoires de la baie James qui va avoir préséance sur la loi sur les espèces menacées ou vulnérables. Parfait. Donc, cette diapositive est assez importante et elle présente le processus de désignation au Québec qui s'applique tant aux espèces fauniques qu'aux espèces floristiques. Donc, la liste des espèces fauniques ou floristiques est le point de départ du processus de désignation. Cette liste intègre les espèces invertébrées et vertébrées pour le Québec, de même que les espèces floristiques vasculaires ou invasculaires, comme on l'a vu tout à l'heure dans la présentation du CDPNQ. Elle permet d'établir la liste des espèces présentes sur le territoire. Par la suite, une évaluation des rangs de précarité est réalisée par l'équipe du CDPNQ, ce qui permet de sélectionner les espèces les plus précaires selon la méthodologie qu'Alexandre vous a présentée tout à l'heure et qui seront intégrées par la suite à la liste des espèces susceptibles d'être désignées comme menacées ou vulnérables. Les espèces qui figurent sur cette liste font l'objet de travaux d'acquisition de connaissances en permanence, comme des inventaires sur le terrain ou la recherche sur leurs habitats. Les travaux sont compilés dans un rapport de situation de l'espèce. Ce dernier rapport contient des données sur la répartition de l'espèce, sa biologie, ses habitats, ses menaces et ses facteurs limitants. Le rapport sur la situation est ensuite analysé par le comité aviseur sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables du Québec ou par le comité aviseur sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables du Québec. Ces deux comités qui sont indépendants ont pour mandat d'évaluer la situation des espèces à l'étude et d'émettre un avis sur le statut légal à recommander. Par la suite, le statut de protection recommandé par les comités aviseurs faune et flore est transmis au MFFP pour les espèces fauniques et au MLCC pour les espèces floristiques. Le ministre concerné va par la suite approuver ou rejeter les recommandations du comité aviseur visé. Il va autoriser au besoin la poursuite des démarches qui vont conduire à la désignation de l'espèce faunique ou de l'espèce floristique. Des consultations interministérielles et autochtones sont par la suite réalisées au cours de ce processus de consultation.
Finalement, un projet de règlement est rédigé et publié à la Gazette officielle du Québec pour une période de 45 jours, au cours de laquelle l'ensemble des citoyens du Québec peuvent donner leurs commentaires s'il y a lieu. Et par la suite, après la période de pré-publication, on a la période où on assiste en fait à la publication légale du règlement de désignation, donc de la désignation de l'espèce à la Gazette officielle du Québec. Donc, actuellement, suivant le processus de désignation démontré précédemment, il y a 20 espèces fauniques qui ont été désignées à titre d'espèces menacées et 18 espèces qui ont été désignées à titre d'espèces vulnérables. Parmi ces espèces, certaines relèvent de la compétence du gouvernement provincial, comme on l'a vu tout à l'heure dans mon préambule, et d'autres relèvent de la compétence du gouvernement fédéral. De plus, 115 espèces sont inscrites sur la liste des espèces susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables pour les espèces fauniques, soit 42 espèces invertébrées et 73 espèces vertébrées. Ma collègue Michel va vous présenter tout à l'heure les statistiques pour les espèces floristiques un petit peu plus tard. Donc, j'arrive maintenant à la partie 2 de ma présentation, au cours de laquelle je vais vous présenter le processus de formation des équipes de rétablissement. Et je vais également vous présenter comment est-ce qu'on fait pour réaliser et mettre en œuvre les plans de rétablissement. Cette partie de ma présentation ne s'applique que pour les espèces fauniques. Donc, c'est important de le mentionner. Le processus pour les espèces floristiques est assez différent. Et c'est ma collègue Michel tantôt qui va pouvoir vous préciser ce processus-là pour les espèces floristiques. Et la responsabilité générale du rétablissement des espèces fauniques incombe au gouvernement du Québec et plus particulièrement au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Un des mandats du MFFP est d'assurer une gestion durable des forêts, de la faune et des parcs et d'assurer la protection, la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats. Au sein du MFFP, ce sont surtout les secteurs de la faune et des parcs, le secteur des opérations régionales et le secteur des forêts qui sont principalement concernés par le rétablissement des espèces en situation précaire au Québec. Au secteur de la faune et des parcs, c'est au sein de la Direction générale de la gestion de la faune et des habitats que je travaille. Et j'agis ainsi afin d'assurer la réalisation, premièrement, des plans de rétablissement et le fonctionnement des équipes de rétablissement. Donc, le processus de rétablissement peut être amorcé à la suite de la désignation d'une espèce ou avant la désignation d'une espèce lorsque la situation l'exige. Ce processus s'amorce par la décision de la sous-ministre associée à la faune et au parc de former une nouvelle équipe de rétablissement. L'équipe de rétablissement amorce par la suite la production de son plan de rétablissement sous la supervision de moi-même, donc sous la supervision de la coordonnatrice provinciale des espèces fauniques menacées ou vulnérables. L'équipe produit un plan de rétablissement qui est valide pour une période de 10 ans. L'équipe a la responsabilité de suivre l'évolution de la mise en œuvre du plan de rétablissement tout au long des 10 années. Elle doit par la suite, à la 10e année, produire un bilan du rétablissement. Ce dernier touche 2 aspects importants. Premièrement, on se demande est-ce que les actions qui étaient prévues ont été réalisées ou non. Donc, c'est un bilan qui est plus au niveau administratif. Et deuxième élément, quel est l'état ou la situation des populations après 10 ans d'efforts de rétablissement? Donc là, c'est vraiment plus un bilan au niveau biologique. Dans son évaluation du rétablissement, l'équipe a 3 choix possibles. Donc, à la fin de son bilan, elle doit indiquer un des 3 choix. Premièrement, l'espèce est rétablie et l'équipe propose un retrait de la liste des espèces désignées. Donc, elle propose de retirer le statut à l'espèce. Deuxième possibilité, l'espèce n'est pas rétablie et les efforts de rétablissement doivent se poursuivre. Il est alors nécessaire de maintenir le statut de désignation et de produire un nouveau plan. Donc, sans surprise, c'est la situation qu'on retrouve le plus souvent à la fin d'une période de rétablissement. On sait que le rétablissement, c'est toujours des processus qui sont très longs. Donc, sans surprise, la plupart du temps, c'est la situation 2 qui s'applique. Troisième situation, la situation de l'espèce s'est aggravée et l'équipe de rétablissement propose un changement de statut de désignation. Par exemple, une espèce qui est actuellement désignée vulnérable pourrait voir son statut être modifié pour espèce menacée. Et ensuite, on poursuit également, dans ce cas-là, la mise à jour du plan de rétablissement. Faites à noter ici en rouge, les choix 1 et 2 nécessitent toujours de reprendre le processus de désignation, soit une nouvelle évaluation par le comité aviseur sur les espèces fauniques
et une modification du règlement sur les espèces phoniques menacées ou vulnérables et les habitats. L'équipe peut cependant proposer un changement de statut, mais c'est important de mentionner que c'est seulement à la suite d'une nouvelle évaluation par le comité aviseur que le processus de modification réglementaire peut s'opérer. Donc, une équipe de rétablissement, c'est un regroupement de membres dont le mandat principal est l'élaboration et la mise en œuvre des plans de rétablissement des espèces phoniques désignées menacées ou des espèces susceptibles d'être désignées. Le plan de rétablissement présente une série d'actions qui visent à atteindre des objectifs qui favorisent le rétablissement d'une espèce phonique. Ces actions constituent des recommandations qui sont présentées aux autorités du MFFP et ces dernières sont représentées entre autres par la SMA FONEPAC, donc par la sous-ministre associée à la Fonds Néopac. Le plan de rétablissement guide les actions de l'ensemble des acteurs et les équipes de rétablissement phonique ont également pour mandat de coordonner ou de favoriser la mise en œuvre des actions. On peut parler, par exemple, ici de projets d'acquisition de connaissances, de lignes directrices ou de plans de conservation. Les équipes ont également comme mandat de recueillir et de synthétiser les nouvelles connaissances scientifiques, de réaliser des projets de sensibilisation, de susciter la participation d'organismes pour la mise en œuvre de mesures et d'actions, de rechercher du financement, et également d'émettre aux besoins des avis scientifiques qui sont remis uniquement à la SMA FONEPAC. Actuellement, au Québec, il y a 14 équipes de rétablissement pour les espèces phoniques, dont 11 sont actuellement actives. Ces équipes vont œuvrer au rétablissement de 29 espèces, sous-espèces ou populations au Québec. Donc, on voit ici la liste des espèces la liste des équipes de rétablissement des espèces phoniques au Québec. Et parmi cette liste, ce qui vient de noter, c'est qu'il y a des équipes qui vont œuvrer au rétablissement d'une seule espèce. Par exemple, l'équipe de rétablissement du chèvre-valu cuvré. Et il y a des équipes de rétablissement qui vont œuvrer au rétablissement de plusieurs espèces, comme par exemple l'équipe de rétablissement des tortues du Québec. Ces équipes sont assistées par moi-même, donc mon rôle est de coordonner les 14 équipes de rétablissement. Mon rôle, c'est également de soutenir les équipes de rétablissement en lien, entre autres, avec le cadre de référence des équipes de rétablissement que je vais vous décrire un petit peu plus loin. Donc, actuellement, les équipes de rétablissement phonique sont présidées par un président ou par un vice-président en cas d'absence de ce dernier. Toutes les équipes sont assistées par un coordonnateur qui est membre du personnel du MFFP ou qui est engagé à contrat par le MFFP lorsque ce poste ne peut être assumé à l'interne. Le budget de l'équipe de rétablissement est supervisé par le trésorier et sur chaque équipe, lorsque les postes de président ou de vice-président ne sont pas occupés par un gestionnaire du MFFP, on a un directeur associé qui est nommé. Les cases en gris représentent les postes qui peuvent être occupés par un membre du MFFP ou à l'externe, alors que les cases en bleu peuvent être occupées uniquement par un membre du MFFP. L'origine des membres varie beaucoup selon les équipes de rétablissement et les enjeux qui doivent être regardés. Parmi les organismes principaux qu'on voit sur ces équipes de rétablissement, on trouve par exemple des nations autochtones, des universités, les ministères provinciaux et fédéraux, des municipalités, des forestiers, Hydro-Québec, des sociétés zoologiques, des consultants, des groupes de conservation. Bref, au sein des 14 équipes de rétablissement, on peut noter actuellement près de 68 organisations différentes. Donc, comme je disais tout à l'heure que les équipes de rétablissement, c'est un partenaire, c'est un partenariat en différents membres. On voit bien là, la diversité là, que peut représenter ces membres-là. Donc, les plans de rétablissement provinciaux pour les espèces phoniques contiennent les éléments suivants. Premièrement, un rappel de l'état de la situation de l'espèce, l'identification de ses habitats, et également en termes de quantité et de qualité au niveau des habitats, le potentiel de rétablissement de l'espèce et l'avis de l'équipe de rétablissement sur ce potentiel. Les plans de rétablissement doivent également contenir un but et des objectifs et ils doivent proposer une stratégie. Cette stratégie-là est composée d'une liste de mesures et d'actions et chacune des actions est accompagnée de priorités d'action, d'indicateurs de réalisation et également d'une liste de partenaires potentiels qui peuvent contribuer à la mise en œuvre de l'action. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les équipes de rétablissement doivent se gérer ou se coordonner en fonction du cadre de référence des équipes de rétablissement du Québec pour les espèces phoniques. Ce document a été produit en 2009 dans sa première version et il y a une nouvelle version qui a été produite en 2015 et qu'on voit ici là, à l'écran et qui est toujours utilisée, qui est toujours à jour.
Ces deux documents, donc tant la version de 2009 que celle de 2015, ont été produits en concertation avec les membres des équipes de rétablissement et les différents secteurs du ministère de la Faune et des Parcs. Le cadre de référence a pour objectif de baliser le fonctionnement des équipes de rétablissement. Il présente le processus de désignation, comme je vous ai décrit tout à l'heure. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur le processus de désignation, je peux vous référer à aller lire ce document-là. Le cadre de référence présente également le processus de formation des équipes de rétablissement et la réalisation des plans de rétablissement, comme je vous ai mentionné tout à l'heure dans mes diapositives précédentes. Le document présente également les rôles, les mandats des membres, les règles de fonctionnement des équipes, de même qu'un code d'éthique. Par exemple, des éléments qu'on peut retrouver dans le code d'éthique, on dit que l'information est partagée à l'équipe, ne peut être divulguée à l'interne. Donc, les discussions au sein d'une équipe de rétablissement doivent demeurer au sein de l'équipe de rétablissement. On dit également qu'une équipe et ses membres ne peuvent agir en tant que groupe de pression ou prendre position publiquement contre le MFFP ou d'autres organismes. On dit également qu'aucun membre ne prendra publiquement au nom de l'équipe de position sujette à controverse. Et on dit également dans le document que le membre doit respecter le caractère confidentiel de tout renseignement qui lui est porté à sa connaissance dans l'exercice de ses responsabilités relativement aux discussions de l'équipe. Donc, il y a plusieurs autres éléments également qui sont dans le cadre de référence. Alors, les personnes qui sont membres d'équipe de rétablissement doivent lire et regarder régulièrement le cadre de référence pour savoir un peu comment se gouverner à l'intérieur de ces équipes. Donc, j'arrive maintenant à la troisième et dernière partie de ma présentation, soit la petite synthèse d'une conclusion. Donc, je vous présente ici une correspondance entre les statuts fédéraux et les statuts provinciaux pour faire un genre de petit wrap-up dans le fond de ce qu'on a vu depuis le début des webinaires. Donc, en rappel, au niveau de la loi provinciale, la loi sur les espèces menacées ou vulnérables, on a deux grands statuts principaux, soit le statut d'espèce menacée, qui est l'espèce dont la disparition est appréhendée, le statut d'espèce vulnérable, qui est une espèce dont la survie est précaire, mais dont la disparition n'est pas appréhendée. On a également vu que le gouvernement du Québec peut établir une liste des espèces qui sont susceptibles de devenir menacées ou vulnérables. Ce qu'il faut faire attention là-dedans, c'est que susceptible, ce n'est pas un statut. Susceptible, ça veut juste dire que c'est la liste des espèces qu'on pourrait évaluer par les comités aviseurs, effectivement, et qui pourraient être désignées menacées ou vulnérables. Donc, sur cette liste-là, on a 115 espèces pour les espèces phoniques, comme je vous ai mentionné tout à l'heure. Il y a donc des espèces de différents niveaux de précarité qui sont sur la liste des espèces susceptibles. Et chacune de ces espèces-là pourrait, ultimement, recevoir un statut, soit statut menacé ou vulnérable au cours des prochaines années. Au niveau de la loi sur les espèces en péril, vous avez vu précédemment avec mes collègues fédéraux qu'il y a 4 grands statuts principaux, 3 statuts, c'est-à-dire principaux, si j'enlève les espèces disparues. Donc, le premier, c'est le statut en voie de disparition. Le deuxième niveau, le statut d'espèces menacées. Et le troisième niveau, les espèces préoccupantes. Mes collègues du COSEPAC vous ont présenté également des espèces candidates. Donc, ce sont des espèces qui sont susceptibles à une évaluation par le COSEPAC au fil des prochaines années. Donc, comment on fait pour se retrouver dans tout ça? C'est un peu compliqué parce qu'on a un système à 2 statuts pour le Québec et à 3 statuts pour le gouvernement fédéral. Si bien que pour le Québec, on a parfois des espèces menacées qui peuvent avoir le statut d'espèce en voie de disparition ou d'espèces menacées selon le gouvernement fédéral. On a également des espèces vulnérables qui peuvent être à la fois soit identifiées menacées ou identifiées préoccupantes selon la loi sur les espèces en péril. Donc, il faut toujours faire attention à ce moment-là puisque le statut d'espèce menacée du Québec ne correspond pas nécessairement au statut d'espèce menacée au niveau du gouvernement fédéral et de la loi sur les espèces en péril. Par exemple, la population de beluga du Saint-Laurent a le statut d'espèce menacée au Québec, qui est le statut le plus précaire, alors qu'au niveau de la loi sur les espèces en péril, elle a le statut d'espèce en voie de disparition, qui est aussi le statut le plus précaire. Donc, le statut d'espèce menacée ici, au niveau du beluga, au niveau de la province, n'est pas l'équivalent du statut d'espèce menacée au niveau du gouvernement du Canada.
Au niveau des espèces candidates, donc, dans le fond, la liste des espèces candidates, on pourrait dire d'une certaine façon, c'est comme plus l'équivalent de la liste des espèces susceptibles d'être désignées menacées vulnérables. En ce sens que la liste des espèces candidates, c'est les espèces qui vont être sujettes à une évaluation du COSEPAC, ultimement. Par contre, il faut faire attention au niveau des espèces susceptibles et des espèces candidates. Il y a une différence entre les deux, puisque déjà pour les espèces susceptibles, il y a quand même des mesures de protection au niveau de la loi sur la qualité de l'environnement du Québec qui peuvent s'appliquer pour protéger ces espèces-là, par exemple au niveau de différents projets grandioses qui nécessiteraient des études d'impact. Donc, le message à retenir dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de vraie correspondance entre les statuts recommandés ou les statuts, c'est-à-dire de désignation au Québec, et les statuts de désignation au fédéral. Donc, il y a vraiment une mise en garde importante ici à faire. Et pour avoir l'ensemble des statuts des espèces au niveau de la loi sur les espèces en péril, l'idéal, c'est toujours d'aller directement sur le site du Registre public des espèces en péril du gouvernement du Canada, qui va vous donner à jour les derniers statuts de désignation pour la loi sur les espèces en péril et de faire la même chose pour les sites Internet du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour les espèces phoniques et d'aller voir sur le site Internet du MELCC pour les espèces floristiques. De cette façon, vous allez avoir les statuts toujours à jour. Dernière mise en garde à faire qui est très importante quand on compare les statuts au Québec et au Canada pour les espèces, c'est de faire attention aux populations. En effet, au cours de la présentation, et comme mes collègues vous ont dit au niveau du COSEPAC, il y a plusieurs populations qui sont souvent déterminées par le COSEPAC qui ne sont pas nécessairement les mêmes populations pour le Québec. Donc, il faut faire attention à ça. Mon collègue tantôt, Alexandre, vous a parlé qu'il y avait des populations, par exemple, le bécasso. Donc, le bécasso maubèche est un bon exemple où il y a des populations identifiées. Donc, pour le Québec, parfois, il va y avoir un seul statut pour une espèce pour l'ensemble du Québec, alors que pour d'autres espèces au niveau du Canada, on va avoir plusieurs populations. Par exemple, l'esturgeon jaune, qui est un bon cas de figure pour ça. Pour l'ensemble du Québec, donc l'esturgeon jaune est inscrit sur la liste des espèces susceptibles d'être désignées pour l'ensemble du Québec. Là, au niveau du gouvernement fédéral, il y a 2 populations d'esturgeon jaune qui touchent le Québec, une population d'esturgeon jaune pour le nord du Québec et l'ouest, et une autre population pour l'esturgeon jaune du Saint-Laurent qui va jusqu'au Grand Lac. Donc, il faut toujours faire attention quand on regarde les statuts à ce moment-là, de s'assurer qu'on prend vraiment bien le statut qui correspond à la population du Québec, si on va être capable d'avoir ou de comparer des pommes avec des pommes entre les statuts du Québec et les statuts du Canada. Donc, pour plus d'informations concernant la loi sur les espèces menacées ou vulnérables et la politique, je vous présente ici différentes publications. Vous avez entre autres le lien pour accéder à la politique québécoise sur les espèces menacées ou vulnérables. Vous avez également le lien pour accéder à la liste des espèces désignées par le FFP. Et vous avez finalement le lien pour avoir accès au cadre de référence des équipes de rétablissement qui décrit vraiment en détail l'ensemble du processus de désignation, l'ensemble du processus de rétablissement pour les espèces phoniques. Alors, sur ce, je laisse la parole à Michèle Dupont-Hébert, ma collègue du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, qui va vous apporter les précisions concernant les espèces floristiques. Merci Isabelle. En fait, moi, ça va être assez rapide. Là, je vais juste apporter quelques petites précisions qui me semblaient pertinentes là, pour la conservation des espèces floristiques menacées vulnérables. Alors, plus spécifiquement pour les espèces floristiques, je voulais vous présenter un peu là, les liens pertinents, puis faire quelques rappels. Donc, au Québec, on a 57 espèces qui ont été désignées menacées, qui sont présentement. On les a sur la liste au règlement là, sur les espèces floristiques menacées vulnérables et leurs habitats. J'ai les liens ici si vous voulez les consulter. Je n'ai pas toutes listé ces espèces-là. Ça, c'est les espèces les plus à risque au Québec, là, dont la survie est très précaire. On peut passer à la suivante.
Pour les espèces vulnérables, on a 12 espèces désignées vulnérables. Puis on va voir après là, ce que ça représente, là, les différents statuts au niveau de la protection. Toujours disponible, j'ai les liens si vous voulez aller consulter plus d'informations sur ces espèces-là. Il y a également 9 espèces reconnues comme des espèces vulnérables à la récolte. Ces espèces-là, la principale menace, c'est effectivement la récolte, surtout la récolte intensive, commerciale. Donc, on vient régir spécifiquement certaines interdictions là, pour ces espèces-là. Vous avez la liste là, à droite, et puis pour chacune d'elles, là, sur le site Internet du ministère, s'il est disponible, là, parce que je pense que tout ça, c'est bloqué, mais quand vous serez intéressé à aller voir, là, vous pouvez aller avoir plus d'informations sur ces espèces-là. Les espèces susceptibles d'être désignées, je rappelle, c'est des espèces pour lesquelles on a des préoccupations, on veut suivre l'évolution. Il y a une certaine prise en compte de ces espèces-là dans des projets. On a donc 246 plantes vasculaires là, qui sont listées comme espèces susceptibles d'être désignées. Puis il y a eu une mise à jour quand même récemment de ces espèces-là. J'ai mis le lien là, vers la bonne liste. Et on a également des espèces bryophytes là, pour lesquelles les informations disponibles là, nous laissent présager qu'il y a une certaine susceptibilité, là, une précarité de ces bryophytes-là. Spécifiquement, comme le mentionnait Isabelle un peu plus tôt, il y a une gestion un peu complémentaire et différente là, des espèces fauniques floristiques. La protection des espèces floristiques menacées ou vulnérables au Québec, elle s'inscrit entièrement dans le cadre de la loi sur les espèces menacées ou vulnérables. Il n'y a pas d'autres lois parallèles, là, comme pour la faune, la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Donc, les articles de loi pertinents sont tous dans la LEMV. Puis j'en ai identifié quelques-uns là, qui peuvent être intéressants. Là. C'est une loi quand même qui n'est pas très complexe là, versus d'autres lois, donc puis assez clair dans ses explications. Donc l'article 9, elle, qui spécifie finalement qu'il est possible là, pour le ministre de dresser une liste d'espèces susceptibles d'être désignées. L'article 10 qui précise qu'on peut octroyer un statut de protection aux espèces lorsqu'elles sont plus vulnérables, soit menacées vulnérables. Et l'article 12 là, qui vient indiquer qu'il est possible de permettre la désignation d'habitats floristiques. Pour la flore, on a la possibilité de créer des habitats floristiques sur terre privée, sur terre publique également. Actuellement, il y a 52 habitats floristiques désignés, puis on parle vraiment ici pas d'habitats, de description biologique d'habitats, mais bien des habitats cartographiés, là, souvent associés, par exemple, à des lots et des choses comme ça. Là. Donc, c'est pas, et qui abritent évidemment des espèces en situation précaire au Québec, souvent des espèces désignées. Il peut y avoir aussi une combinaison d'espèces intéressantes, mais le site protégé devient la surface, il ne peut pas nécessairement l'individu à l'intérieur. Puis il y a des régimes là, d'interdiction associés à ces habitats floristiques-là. Vous pouvez aller consulter l'emplacement et la définition des habitats floristiques là, avec le lien que je vous ai mis également dans la diapositive. Un des outils dont dispose la loi sur les espèces menacées ou vulnérables pour assurer la protection des espèces, des espèces menacées et vulnérables et non les susceptibles, c'est le régime d'interdiction qui est cité à l'article 16 de la loi qui précise vraiment que nul ne peut, là, puis c'est important je pense que c'est important de le lire là, intégralement. Nul ne peut, à l'égard d'une espèce floristique là, menacée ou vulnérable, posséder hors de son milieu naturel, récolter, exploiter, mutiler, détruire, acquérir, céder, offrir, décéder ou manipuler génétiquement tout spécimen de cette espèce ou l'une de ses parties, y compris celle provenant de la reproduction. Et ce, indépendamment d'où elle se situe là, dans l'espace, terre privée, terre publique, dans l'eau, dans l'air, peu importe où vous voulez qu'elle soit, le spécimen protégé, le spécimen là, qui est protégé, menacé, vulnérable, là, les interdictions s'appliquent au spécimen en question. Puis l'article 17 lui vient préciser, là, comme je vous le mentionnais, lorsqu'un habitat floristique est reconnu et désigné, il y a également un régime d'interdiction qui s'applique à l'intérieur de cet habitat-là et celui-là se réfère plus aux activités susceptibles de modifier les processus écologiques en place, la diversité
biologiques. Donc, on vient pas vraiment, on vient en parallèle protéger l'habitat et le spécimen qui est à l'intérieur de l'habitat. Et comment après, le ministère gère tout ça? On va passer à la suivante. Malgré le régime d'interdiction, parce que tout n'est pas tout noir ou tout blanc, évidemment, il y a évidemment l'opportunité de soumettre une demande d'autorisation pour réaliser des activités sur les espèces protégées en vertu de l'article 16. Donc, une activité qui est citée. Là, si on souhaite récolter, mutiler, récolter un bout de spécimen à des fins scientifiques, etc., peu importe, il faut transmettre au ministère une demande d'autorisation qui est analysée et qui peut être approuvée ou désapprouvée après analyse. Donc, le formulaire est disponible là, via le lien ici. C'est notre équipe là, qui gère ces demandes d'autorisation-là. Les demandes d'autorisation s'appliquent à quiconque voudrait exercer une activité là, listée dans les interdictions. On doit déposer une demande au ministère. Le formulaire, un peu archaïque, je dirais, c'est le même malheureusement qui a été élaboré à l'origine, aurait besoin d'une petite modernisation. Donc, j'ai dressé ici un peu une liste d'éléments qui peuvent être utiles à l'analyse de la demande, mais qui n'est pas nécessairement implicitement inscrit dans le formulaire et qui peut résulter des fois en des va-et-vient entre un demandeur et l'analyste en question. Donc, je les ai mis ici. Évidemment, toute information pertinente qui nous permette de juger du projet, de son impact, des mesures d'atténuation, mitigation, compensation et toute information également sur la localisation des spécimens est bienvenue, pourrait sinon vous être demandée si vous acheminez une demande. Et la loi là, précise également de manière sommaire, là, mais que le ministre, là, avant de délivrer une autorisation là, à toute fin qui serait de l'activité en question, éducative, scientifique ou autre, le ministre tient compte justement de l'objectif poursuivi par le demandeur dans son projet, dans son activité, de la nature de l'activité, de son impact sur l'espèce floristique et sur son habitat, de la compétence et de l'expérience du demandeur ou de ses accompagnants, des mesures de protection, de mitigation, de contrôle là, qui ont été mis en place, soit pour limiter les impacts en amont et tout ça. Fait que c'est tout pris en compte avant de délivrer sa décision. Et évidemment, il y a toujours la possibilité de dire que ce n'est pas suffisant ou qu'il y a une atteinte trop grande et de refuser l'émission d'une autorisation. Donc, tout ça, c'est bien inscrit dans la loi sur les espèces menacées ou vulnérables. Pour c'est sûr, comme bon, il y a différents statuts, on l'a vu un peu plus tôt, menacés, vulnérables, susceptibles, vulnérables à la récolte. Il y a des articles de loi ou réglementaires qui viennent apporter certaines distinctions sur peut-être des fois des autorisations qui seraient au-delà des interdictions de base. Et c'est le cas notamment pour les vulnérables à la récolte, là, où on vient préciser que les interdictions de l'article 16 là, que j'ai énuméré tantôt ne s'appliquent pas là, de façon intégrale à ces espèces-là, puisque la menace principale est la récolte intensive et qu'elles sont jusqu'à présent relativement abondantes, trop abondante pour avoir un autre statut là, qui serait menacé, vulnérable, susceptible. Donc, c'est plutôt ce qu'on vient contrôler, là, la récolte des spécimens. Toute autre atteinte, là, bien qu'on puisse en prendre compte lors de l'analyse d'un projet, mais toute autre les autres atteintes ne sont pas automatiquement empêchées. Là. Donc, pour les vulnérables à la récolte, les 9 espèces. Et j'ai fait ici un petit tableau résumé, là, comme c'est pas simple, justement, là, comment on peut aborder la situation selon est-ce que j'ai une espèce menacée, vulnérable, susceptible, vulnérable à la récolte, est-ce que je suis assujettie aux interdictions d'emblée, est-ce que c'est la récolte, est-ce que je peux obtenir une autorisation, est-ce que l'espèce est suivie au CDPNQ et si j'ai des observations, je dois les transmettre. Donc, je vous ai fait un petit résumé ici sommaire là, pour vous aider à gérer ces espèces-là si vous devez intervenir. Je crois qu'il y a une autre diapo
si on veut poursuivre, ou c'était peut-être la dernière ou... Oui, c'est la dernière, c'est la C'est la 4e dernière. diapo. Donc, ça fait le tour essentiellement pour les éléments législatifs là, qui a trait aux espèces floristiques. Puis, merci.